Malko observait les lieux et réalisa qu'il n'aimait pas cette mission. Certes, ce n'était pas la première fois que la CIA voulait liquider un adversaire politique, mais dans le cas Karzai, il n'était pas sûr que ce soit la bonne solution. Bon, donc, Karzai, quand il arrive de son palais, il arrive par où? Il vient de la droite, là. D'accord. Donc c'est le seul chemin pour aller à l'aéroport. L'unique. Hein? L'unique. Alors on va à l'aéroport. Airport. Exactly when Karzai goes to airport. Same road. OK? Le président Karzai va sortir de son palais dans une semaine. Il partira en avion et empruntera, comme il le fait toujours, Airport Road. Le vrai, c'est tellement plus facile d'écrire des choses vraies. C'est tellement plus facile. Parce que quand on invente, souvent on se prend les pieds dans le tapis. Alors là, il faut qu'il quitte la route et qu'on aille sur la... Alors je voudrais qu'on s'arrête autour du building pour savoir s'il a un nom, enfin tout ce qu'on peut savoir dessus. Le Sud-Africain avait trouvé un bâtiment en retrait qui lui donnait une fenêtre de tir. Il s'engagea dans le chemin boueux tournant autour du chantier. Un ange passa en se voilant la face. Il savait qu'il n'aurait que quelques secondes pour tirer. Je l'ai vu commencer les SAS. Et je crois que je les ai tous lus. Pas mal. J'étais, moi, rewriter. C'était du travail alimentaire. Rien de... C'est comme ça que j'ai connu Gérard. C'était un très, très formidable reporter, mais il ne savait pas écrire. Alors il fallait le réécrire. Et c'était ma tâche. Et en un sens, c'est moi qui lui ai appris à écrire. Il a appris parce que maintenant, il écrit très bien. Il a besoin de personne. Toujours avec vous. Il est 18h29. Restez avec nous dans un instant. La parole est à Gérard de Villiers, heureux auteur et éditeur de SAS. Bonsoir Gérard de Villiers, merci d'être avec nous ce soir. Au moins 120 millions de volumes vendus en 50 ans, un phénomène inouï, méprisé en France et salué tout récemment en Amérique. RTL Soir. Bernard Poirette jusqu'à 20h. C'est par définition l'auteur infréquentable. Vous ne verrez jamais quelqu'un, ou exceptionnellement quelqu'un dans le métro en train de le lire, ou dans le train en train de le lire. Le paradoxe, c'est que Gérard de Villiers est l'auteur le plus lu, mais qu'on ne voit jamais personne lire les SAS. Mais il n'est pas chic. C'est-à-dire qu'en fait, même si la littérature française aime bien les mauvais sujets, ceux-ci doivent se cantonner quand même dans des genres très précis. Il y a une volonté très forte dans le paysage littéraire français de séparer la littérature populaire et la littérature véritable. Son Altesse Sérénissime, le prince Malko Ling, regardait à travers les fenêtres du château de Linzen. Je suis un aristocrate, oui. Petit aristocrate de Bretagne. Et petits aristocrates de Bretagne, comme mon auguste cousin, Joly de Villiers, étaient pauvres et s'engageaient tous dans l'armée. Très peu de gens connaissaient son appartenance à la CIA, son rôle de barbouze hors cadre qui, en échange de risques insensés, lui permettait de payer les factures du château. Ça c'est un chef tribal du Beloutchistan qui a été assassiné depuis par l'ISI.
Ça, c'est le Mollah Zaef, qui a fait 3 ans et demi à Guantanamo. Je ne voyais aucune raison de me priver de cette source. Et comme ça m'amusait, ça m'intéressait, comme je voyais d'ailleurs que Gérard de Villiers, dans ses romans, j'en ai lu, je ne les ai pas tous lus, hein, mais j'en ai lu beaucoup, mais dans beaucoup, j'avais le sentiment qu'il s'inspirait à des sources, les services français, un peu, en enjolivant l'histoire. Mais enfin, quand même, il y avait des sources un peu communes. J'ai l'impression qu'il y avait ses propres sources, par ailleurs, soit des vieux souvenirs de journalistes, soit par des amis d'amis d'amis. Enfin bon, il savait des choses. Oui, bonjour, c'est Gérard de Villiers. Écoutez, je vous appelle parce que comme je pars une dizaine de jours en Afghanistan, je pars à Kaboul ce soir et je reviens le 14 en fin de journée. D'accord. Ok. Bon, merci. Bernard Poirette. RTL Soir, 18h, 20h. Et l'invité de ce RTL Soir, et j'en suis ravi, est Gérard de Villiers, donc le créateur de SAS. Gérard de Villiers, bonsoir. Bonsoir. Le dernier SAS paru s'appelle Les fantômes de Lockerbie. Il est sorti il y a quelques jours. C'était le numéro 197. Voilà. Alors en fait, vous allez là où l'actualité vous inspire une intrigue romanesque d'espionnage. Je reviens de Kaboul. Ah, vous étiez à Kaboul là. J'étais à Kaboul. Je suis revenu de Kaboul il y a maintenant presque 2 semaines. Voilà. Oui. J'adore l'Afghanistan, qui est un pays très sympathique. Il y a 2 choses qui marchent très bien, c'est les voitures piégées et les téléphones portables. Alors, c'est toujours pareil depuis presque 50 ans, Gérard de Villiers. 2 semaines sur place, vous allez quelque part. Oui. Ensuite, vous revenez chez vous, dans votre appartement de l'avenue Foch, et vous écrivez pendant 4 semaines. C'est ça? Un peu plus même. 4-6. Voilà, vous collectez des infos, ce qui fait qu'en fait, vous arrivez à être extrêmement précis et juste. J'essaie. Parce que vous voyez les choses, comme les journalistes d'avant-guerre. Et puis je ne suis pas surtout paralysé par le politiquement correct. Oui. Voilà. Gérard, c'est un peu comme une éponge. Il se promène un peu partout et il fait après la synthèse de tout ça, et ce qui donne en général un roman qui intéresse les lecteurs, heureusement, contrairement aux médias qui ne sont pas toujours tendres en France avec lui. Il a fait un format de vulgarisation, parce que quand même, il publie à 100 ou 200 000 exemplaires. C'est faramineux. Et ça part. Ça se lit bien, mais ça se lit bien. On peut lire différemment. On peut lire pour passer 2 heures dans le train ou 3 heures dans le train, et on passe à côté de tout. Ou alors on peut le lire avec l'œil du spécialiste et y trouver les renseignements ou des analyses que l'on aimerait avoir ailleurs, dans des livres spécialisés, très épais, et qu'on achète fort cher. Ce qu'il n'a pas, Gérard de Villiers, si on fait un espèce de bilan à un moment où il est plus près de la fin de sa vie que du milieu, c'est une forme de reconnaissance culturelle et intellectuelle. Donc éventuellement, il peut se dire qu'il n'a pas, dans le monde des professionnels de la culture, ou plus spécifiquement dans le monde des gens qui écrivent des livres, une reconnaissance, des marques de respect, ou simplement de dire il est des nôtres, auxquels il pourrait prétendre, eu égard à sa surface éditoriale. Malko avait somnolé depuis Dubaï jusqu'à l'arrivée à Kaboul. Un paysage de montagne enneigée qui lui rappelait les Alpes, féerique. La barrière montagneuse franchie, le Boeing 737 avait plongé vers la plaine où s'étalait la ville. Là, c'était moins féerique. Kaboul était envahi par d'innombrables marchands ambulants, des charrettes, des ateliers en plein air. Humanité grouillante et active.
Bon, d'abord, ce qu'il faut comprendre avant toute chose, c'est que Gérard de Villiers, c'est à la base un journaliste. Donc pour lui, le terrain et l'enquête, c'est la priorité, c'est le cœur de son métier. Alors après, il écrit des romans, c'est sûr, mais l'enquête sur le terrain, c'est le cœur de son métier. Et puis surtout, il a, à mon sens, une capacité d'anticipation, une capacité de voir les choses arriver par l'expérience, par les gens qu'il connaît, par les contacts qu'il a, à la fois auprès des magistrats en France, des gens des services de renseignement en France et à l'étranger, qui fait, et son réseau qu'il a à lui, de journalistes qui sont un peu dans le monde entier, qui fait qu'il arrive à anticiper les choses. Jim, le case officer, était venu chercher Malko à l'aéroport et était chargé de le véhiculer pendant son séjour. En dépit de son calme apparent, le colosse aux yeux bleus regardait la foule comme si elle était composée de bêtes féroces. Il était 3 heures, le moment d'aller à la rencontre du contact des talibans. L'homme était à Kaboul, à la tête d'un organisme créé par Karzai pour garder des passerelles avec les talibans. C'est vrai qu'il m'est arrivé de trouver dans ces romans des informations ou des éclairages, des choses, des hypothèses, des scénarios qui n'étaient pas évidents à travers l'immensité des autres sources que j'avais. Ça a apporté quelque chose en plus. Mais tiens, mais au fond, même s'il a inventé ça, est-ce que c'est pas une hypothèse possible? C'est à creuser, vous voyez. Taliban is an ideologic group. Ideologic. Yes, yes. I worked with Taliban before, and I worked 5 years. You work for Mullah Omar? Yes, during the Taliban time, I was in the Do you still have some connection with the Quetta Shura? Quetta Shura and the Qatar office, and I had... In Qatar, in Doha? Yeah, I went there and I talked to friends there in Qatar. Obama ne veut plus entendre parler de ce pays et pour obtenir une transition favorable, nous avons besoin des talibans. So you travel to Doha sometimes? Yes. I have contact with Taliban in Doha. And, yeah, in Doha they're talking mainly with the American. Yeah. And there are no talks concerning the future of Hamid Karzai. Yeah. The Taliban does not want him anymore. Yes. And Taliban said we never wanted to talk to Hamid Karzai because this government is not legal. This is an illegal government. Malko demeura muet quelques secondes. Le représentant des États-Unis lui demandait d'assassiner le président de l'Afghanistan pour faire plaisir aux talibans. Malko Lingay est une présentation effectivement exotique de la CIA, ce qui permet de lui donner des moyens que, évidemment, le DGSE n'a pas. Mais on sent parfaitement qu'on est dans un milieu français avec des préoccupations françaises. Thank you for welcome. Et ces gens-là ont une influence très périphérique. Alors on les envoie dans les conférences, on les envoie parler. Ils reflètent à la fois la position des talibans, la position de Karzai, mais en réalité ils n'ont aucune importance. Ça se joue entre Quetta et Karzai et les Américains. Il sait très bien graduer l'information sensible qu'il peut avoir d'un service, donc il ne donnera pas ou qu'il pourra communiquer avec l'autorisation du service en question, mais en désourçant, de l'information ouverte qu'il pourra avoir de gens pittoresques, qu'il pourra avoir de terrain, et là, il va, c'est sa grande force, se livrer à des détails tels que le lecteur va dire mais il a vécu pendant des années. Donc il a un souci extraordinaire du détail qui va resituer dans une analyse fine de la géopolitique qui préside donc au livre en question. Le téléphone marche bien. Il faut comprendre que dans une enquête comme ça, vous avez 3 niveaux d'information. Vous avez le niveau A, si vous voulez, le plus bas, qui sont des gens comme lui, qui sont les journalistes, qui sont les gens, tout bêtement. Vous avez le deuxième niveau,
qui sont les diplomates et des très bons journalistes. Les gens qui ont des sources ici, comme le New York Times, le Financial Times, le Washington Post, qui, eux, ont un niveau presque avec les services, voilà. Avec ces 3 niveaux-là, si vous arrivez à taper les 3 niveaux, vous reconstruisez une situation telle qu'elle est. Une fois enregistré, Malko gagna la chambre 382, déposa ses affaires et redescendit. Jim était muet comme une tombe. Ils se glissèrent dans la circulation relativement fluide et un quart d'heure plus tard, Malko se retrouva dans un appartement où on se serait cru en Europe. Kane will, but that's, you know, he's like yesterday's man. Yeah, he's about it. Yeah. It's finished. The only people. What do you think is going to happen now? In general, you mean? No, in Bagram. In Bagram, I think they'll just probably keep arguing about it for the next couple months. And then we'll come to spring and it'll matter less because the Americans are going to be doing less. So they won't be bringing in new prisoners and then it won't be as big an issue to them, I think. And they can probably settle it. That seems like the scenario. But they're not going to give in to Karzai on this, I don't think. No. No. I don't know. Presumably, yeah. Presumably. Alicia Burton était une jeune journaliste rousse aux yeux turquoises. Son cachemire était si fin qu'il moulait avec une précision anatomique la pointe de ses seins. There were allegations that either special forces or maybe they were CIA forces, all left kind of unclear, were involved in abuses of Afghans. Elle se pencha à travers la table, offrant à Malko une vue panoramique sur sa poitrine. Le bas de son corps semblait attiré comme un aimant par Malko. Elle était extrêmement sexy et le savait. Alicia Burton ressortit de la salle de bain, la poitrine nue et l'œil espiègle. Elle glissa jusqu'au sol et s'attaqua à Malko comme une abeille besogneuse. Tu me donnes un mouchoir. Alicia Burton se servait admirablement de sa bouche, mais Malko n'avait pas envie de pratiquer l'amour courtois. Agrippant les épaules de la jeune femme, il commença à la pilonner de toutes ses forces. Je ne suis pas sûr que ce soit un érotisme très féminin ou que ce soit une vision de l'érotisme qui corresponde aux attentes féminines. Parce que c'est aussi un autre élément caractéristique, enfin, c'est la misogynie. Enfin, dans celui-là, la principale activité sexuelle, et elle se répète quand même très intensément, c'est des fellations. Bon, comme le dit l'auteur, c'est un plaisir divin, mais c'est aussi un rapport extrêmement asymétrique en termes de relations sexuelles entre hommes et femmes. Ceci dit, la manière dont il les dépeint, on a le sentiment que les femmes qui peuplent ces romans doivent avoir des organes sexuels dans la bouche pour y trouver toute la satisfaction qu'il leur attribue dans ces activités. Ouais, super. Oui, je pense qu'il a été effectivement cette forme d'éducation faite par les femmes, fait qu'il a développé une certaine misogynie tout de même. Et puis, il est d'une génération qui fait qu'il y avait le monde des hommes et le monde des femmes. Il n'est pas du tout moderne dans cette conception. Il considère qu'une femme, c'est effectivement un joli accessoire. S'il peut avoir le plus joli, il est ravi. Ce qu'il y a de beau là, je te le dis, c'est ça. Ah mais ça c'est très très beau. Ouais, super. Gérard de Villiers, oui, j'ai fait une 45-50 couvertures. Ils sont tous là. Voilà. Et puis, par la suite, j'ai fait des tirages qui sont vendus aux enchères. Voilà. Tiens, ça c'est Mia Fry. Voilà, c'est à peu près toutes les couvertures que j'ai faites. Ça, c'était un projet. Ça a donné une autre couverture. Voilà. Gérard de Villiers, qui est quand même
d'une sexualité sans doute personnelle plus élaborée, aiment les situations sadomasochistes, ce qui est déjà dans la tradition française de Rétif de la Bretonne, de Chauderlot de Laclos et de Sade lui-même, déjà quelque chose qui a eu ses titres de gloire littéraires. Je ne dis pas que Gérard de Villiers s'inscrit dans ce XVIIIe siècle cochon et de mauvais sujets, mais au moins on va dire que ces femmes sont plutôt phalliques. Ce ne sont pas des potiches, ce sont plutôt justement des femmes qui brandissent des armes, tout le monde a compris le symbole, et qui, parce qu'elles sont méchantes ou parce qu'elles sont mauvaises, trouvent leur place dans des intrigues d'espionnage où elles essayent de s'épanouir. Alors bien entendu, elles ne sont pas de force avec Malko, finalement le genre masculin l'emporte, mais quand même, ne serait-ce que dans certaines descriptions, on sent quand même qu'il y a des femmes qui ne sont pas négligeables, qui sont rusées, qui sont méchantes, qui peuvent être même tortionnaires, mais ce ne sont pas des potiches. Moi, j'ai toujours aimé la compagnie des femmes beaucoup plus que celle des hommes. Donc je peux pas être misogyne et aimer les femmes. C'est qu'on me dise que je suis, comment dirais-je, macho, mais pas misogyne. Mais je suis pas macho en plus, parce que les femmes dans mes livres ont des rôles importants. Ce ne sont pas que des femmes objets. Père, Gérard, redresse-toi un tout petit peu. Redresse-toi un tout petit peu, voilà. Voilà. Ok, oui. Voilà, oui. Je vois pas ton arme. That was a guy over there, no? No, that was Ron. Oh, that was me. Ah, that was I you. was smiling, Ah, yeah. okay. It looks like your walker has a lot of mileage on it. Something like 50,000. Yeah. 50,000. Yeah, you know, I got a very bad heart problem. In fact, I had what they call a dissection of the aorta. You see the aorta. Aorta is the main vessel, and the aorta starts to leak. And so my accident happened the day, Christmas Day, and I decided I didn't want to stay in a wheeling chair. And I did my first trip after that in September to Libya with the stroller. La nuit était tombée et, sauf en s'approchant de très près, on ne pouvait pas discerner que Malko n'était pas afghan. Sous sa surface calme, Kaboul bouillonnait de violence. Jim freina brutalement et Malko releva la tête. Il sentit une secousse, les portières furent ouvertes de l'extérieur et Malko réalisa qu'il venait de se faire kidnapper. Le trajet dura une demi-heure, puis 3 hommes le soulevèrent jusqu'à la margelle du puits. Le fond du puits était plongé dans l'obscurité et Malko n'arrivait pas à trouver le sommeil entre le froid et l'angoisse. Puis, progressivement, il s'endormit à même le sol humide, la tête sur les genoux. Je fais enfin pas un parallèle, mais l'affaire de Somalie, dont on a beaucoup parlé. Et vous savez que la DGSE avait un type un atoll, qui était depuis 3 ans et demi otage des Chebabs en Somalie. Et la DGSE a décidé de monter l'opération pour sauver ce type. Donc bilan, 2 morts, dont un qu'on n'a pas pu récupérer, et l'otage. Eh bien, moi j'ai discuté avec des gens de la DGSE pour longtemps, personne ne regrette. Parce que c'est un métier où on prend des risques. Et cet otage avait une vie épouvantable, il le battait tous les jours, etc. Et sa femme a remercié la DGSE d'avoir tenté l'opération.
Hélas, ça n'a pas marché. Ça vous émeut beaucoup. Hein? Vous avez l'air ému. Oui. Oui, parce que moi j'étais à Mogadiscio et j'imagine ce que ce mec a vécu. 3 ans et demi, vous vous rendez compte? 3 ans et demi. Il se trouvait assez loin du centre de Kaboul, à côté du quartier peuplé par les Hazaras. 3 hommes, kalash en bandoulière, interdisaient l'accès à un grand portail sur lequel étaient inscrites 3 lettres, HSA. On était chez des gens sérieux. Derrière la barrière, un jardin entourait la vaste demeure de Homayoun Shah Assefi, un homme de haute taille, au regard franc et amical. Tassé au fond de son puits, Malko avait l'impression d'avoir passé la nuit dans un réfrigérateur. Il frissonna et se demanda combien de temps il allait encore pouvoir tenir dans ces conditions. Ah, mon frère qui arrive. Ah, ça va, tu es prêt? Le maître et l'étudiant. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Vous allez Bien. Je vous avais rencontré une fois. Messieurs, bonjour. Mais dis-moi, ton frère, il doit savoir où il était ton puits? Michael Kamuchis. چای چیز همون فیلم بگیره چای که برام داخته بودن خب حالا یاد من نیست که منطقیش میفهمم منطقیش میفهمم چیز برای امنیت تلفن کردم گفتن که ما معلومات کنیم که کی بلد است اونجا میفهمش میفهمی؟ Lui, il peut le trouver. On y va? Hein? Reza Assefi, le conseiller spécial du ministre de l'Intérieur, avait retrouvé la piste de Malko. Il n'avait pas la moindre intention de remettre une rançon, d'ailleurs cela ne servait à rien. Généralement, les kidnappeurs de cette espèce égorgeaient leurs otages. On a souvent dit que SAS était une série raciste, obsidionale, dans laquelle on était toujours menacé par des terroristes, des communistes, etc. Mais dans le fond, le succès d'SAS vient de ce que ce discours raciste, paranoïaque sur le monde, c'est le discours, c'est la vision du monde des lecteurs. Donc SAS est dans un dialogue constant avec nos représentations du monde, et il me semble qu'en définitive, ce qu'exprime SAS, c'est ce qui est informulé, mais toujours en filigrane, dans le discours médiatique sur les relations géopolitiques. Comment on pourrait faire alors? Parce que... نه وقتی بگم مگر صاحب خانه بمانه صاحب خانه بندی است یک کس خود میخواد باشه جنرال مایبلا رو همونی که تلفن کردم اون نمریش درست نیست مایبلا هست نمریش پیش مست بخوانم منم تلفن دیگه مست نمریش Le lieu, je sais très bien. Ah bon? On peut aller tout de suite. Ah ben on y va Mais tout de qui suite. habite là-bas? Est-ce qu'ils permettent qu'on Déjà le lieu, moi ce qui m'intéresse c'est d'arriver au lieu. Pour montrer les lieux, je suis prêt. Eh ben on y va, dès qu'on a vu son arme, si vous avez le temps. Oui. Les policiers afghans avaient la torture facile. Ils avaient arraché quelques ongles et savaient maintenant où était Malko. Il y a des scènes de torture qui sont tout à fait terrifiantes. Et je lui ai demandé d'ailleurs l'autre jour, je lui ai dit, mais... Parce qu'il y en avait qui faisaient montre d'une imagination de férocité et du mal formidable. Et je lui ai demandé ce que je n'avais jamais fait. Je lui ai dit, mais c'est toi qui les inventes, ces scènes où tu sais que cela se passe comme ça en vérité. Il dit, non, je n'invente rien.
Je ne sais pas s'il dit la vérité, mais je crois qu'il l'a dit. Dans tout Afghanistan. Il fallait absolument sauver Malko et prendre ce qui était nécessaire pour pulvériser les malfaisants. C'est très bon, les Glock. Ouais. C'est léger, c'est un chargeur de 30 kg. Oui, mais ça, c'est les longs chargeurs, ça. Ouais. La contre, c'est israélienne. Ouais. Et j'ai le laser. Tu mets le laser au-dessus. Ouais. Avec la lampe. Ils traversèrent le centre de la ville et filèrent vers l'est, suivant en gros la rivière de Kaboul. 3 Ford, bourrés d'hommes en armes, les suivaient. 2 kilomètres plus loin, une piste partait vers la gauche, vers une colline pelée. Ils se trouvaient dans une zone déserte, à quelques kilomètres de Kaboul. Problème, les Land Cruisers se voyaient comme une mouche sur un verre de lait. Pourvu que les ravisseurs de Malko ne les repèrent pas, ils auraient 10 fois le temps de l'égorger. C'est assez ludique aussi. C'est assez compliqué parce que c'est un peu. C'est quand même un personnage de roman lui aussi. Donc il a un jeu de rôle dont il devient prisonnier, évidemment. C'est là, si vous voulez. L'ambivalence, c'est que c'est quelqu'un qui effectivement est passionné par le renseignement et qui a un réseau formidable, mais c'est quand même malgré tout un auteur. Il traverse le miroir quand même. Donc il est dans son monde. Un homme en uniforme de général, avec un képi, sorti de la première Land Cruiser. Le village, il y a un nom? Oui, Tarakhel. Oui, c'est pas tellement loin de Kaboul. C'est pas tellement loin de Kaboul. Ils se ruèrent à l'intérieur de la ferme et commencèrent la fouille en se dirigeant vers l'arrière de la maison. Ils l'ont rempli. Ils l'ont rempli. Le deuxième. Je pense qu'il y a un deuxième. Moi, je ne connais pas l'autre, mais il paraît qu'il y a un deuxième. Non, toi, tu étais là. Oui. Ils étaient arrivés à temps. Malko était trop faible pour marcher et on le traîna jusqu'au 4x4 garé à l'extérieur. Tous les auteurs qui créent un héros, ils projettent sur le héros forcément des traits de leur caractère. C'est évident. Hein. C'est d'ailleurs involontaire. Hein. C'est pas du tout un truc idiot, si vous voulez. Malko ne fume pas, parce que moi j'ai jamais fumé, donc je pense pas faire fumer un héros. Les goûts, je vais communiquer mes goûts, si on peut dire. Il aime la vodka, il aime les femmes, il aime... Voilà. C'est des choses qui... Enfin, il aime un certain nombre de choses que j'aime. Une petite fille en haillons, avec des yeux immenses, s'approcha et colla son visage grimaçant à la vitre. L'attentat raté contre Hamid Karzai avait eu lieu 1 heure plus tôt et désormais Malko se savait traqué à Kaboul. La sonnerie de son portable l'arracha à ses pensées. Le chef de station de la CIA lui annonça que son contact Taleb était aux mains des services afghans. D'accord, ok. Bon, ben, tout à l'heure. Malko préféra ne pas faire semblant de croire que le Taleb résisterait à la torture. Le mollah était nu et attaché sur une table métallique. Le supplice du Taleb avait commencé à 6 heures du matin. Le tortionnaire posa sa cigarette, sans l'éteindre, sur le mamelon gauche du mollah. Le Taleb poussa un hurlement strident pendant qu'une odeur âcre de chair brûlée montait dans la pièce. Vous dites qu'il a traversé le miroir. Il traverse le miroir aussi, celui-là, il traverse le miroir de la scénarisation, de la fiction. Il est lui-même un personnage de fiction. Il est lui-même Malko. Malko. Mais Malko ne lui suffit pas, je pense qu'il est les autres en même temps. C'est trop fascinant d'être aussi les autres, des malfrats. Ceux qui ont le droit d'être très violents, non, violents dans les pensées, dans les sentiments, dans les jugements. Le combi était garé devant la grille derrière laquelle Malko aperçut un jardin pelé et une mosquée assez laide. On n'a qu'à aller voir.
Il descendit et suivit le sentier qui passait devant la grille de la mosquée. Malko arriva devant un bâtiment modeste, gardé par un jeune homme barbu, avec un grand nez crochu et des yeux très foncés. C'est à la fois très marqué idéologiquement, c'est très conservateur, très pro-américain, éloge de la civilisation occidentale, mais c'est jamais du prêchi-prêcha. Là où il est très malin, c'est de faire passer ce message-là à travers des personnages, à travers des physiques, à travers des comportements sexuels, à travers des rapports au langage, à l'alimentation. Et c'est souvent un discours qui, à travers des métaphores comme la métaphore des gènes, d'avoir ça dans le sang, suggère qu'il y a effectivement des natures, des essences qui sont liées à l'histoire de peuples, de races, de civilisations. Donc je ne dirais pas Gérard de Villiers est un raciste, mais je dirais que c'est un discours qui essentialise et qui essentialise de façon négative et différentielle beaucoup des populations, on va dire, des Sud et du tiers-monde. Malko devait maintenant créer un front anti-Karzai et sa mission était de convaincre les talibans. Les Américains étaient loin de soupçonner à quel point leurs interlocuteurs afghans étaient retors, adeptes du double ou du triple jeu. Différence de culture. Karzai is Pashtun, the Taliban are Pashtun. Yeah. The Taliban doesn't like Karzai. So, how to solve the problem? Don't talk about the Tajik and Pashtun and Hazara and Uzbek. Speak about the Afghan. Le mollah dégoulinait d'onctuosité, mais ce n'était pas négociable. Les talibans voulaient connaître le nom du candidat des Américains. Qu'il soit à droite, je crois que c'est la vérité. Ça ne fait pas de doute. Mais qu'il soit raciste, c'est autre chose. Et c'est rudement plus compliqué, selon moi. Parce que finalement, il fait essentiellement de la provocation. Si moi, je ne pensais pas que c'était de la provocation, je ne le supporterais pas. D'ailleurs, quand il en fait encore, je ne le supporte pas. Et je lui dis, Gérard, arrête tes conneries, tu te répètes, tu n'es pas drôle, et puis on sait tout ça par cœur. Mais il a besoin de faire ce genre de plaisanterie. C'est un très, très drôle de type. Il est très connu en Afrique. En Afrique, c'est peut-être le continent où il est le plus connu. C'est le grand sorcier blanc là-bas. Il arrive dans la rédaction d'un journal au Mali. Tous les journalistes viennent le voir pour avoir des autographes, avec un bouquin à la main. Il faut l'avoir vu, ça. C'est absolument parfois extraordinaire. Tout le monde veut le voir, presque le toucher. Donc, ces journalistes-là, qui eux ont des contacts sur place, puisqu'ils sont journalistes locaux, lui ouvrent des portes. Au Mali, par exemple, on a rencontré le capitaine Sanogo, qui venait de prendre le pouvoir, qui avait foutu à peu près son pays par terre. Il l'a reçu parce qu'il savait que c'était Gérard de Villiers, donc il l'a reçu sans problème. Oui, alors, il y a plein de photos. Ça, c'est Gérard de Villiers avec le numéro 2 de la junte à l'époque. Alors, de temps en temps, il était venu avec sa compagne, Sylvie Marshall, qui a fait forte impression auprès de ses garçons, évidemment, vous imaginez. Gérard, il est là, voilà, dans la maison du capitaine Sanogo. Gérard de Villiers, qui avait amené une petite dizaine de ses romans, a été quasiment pris d'assaut par les membres de la junte militaire qui voulaient absolument une signature et une dédicace. Gérard de Villiers en train de signer des autographes aux officiers de la junte malienne. Il faut l'avoir vécu.
Et les officiers connaissaient donc tous Gérard de Villiers? Alors, c'est totalement hallucinant. Non seulement il le connaissait, mais il lui parlait de ses livres. D'accord. Je vais vous mettre le retour antenne, c'est-à-dire que grâce... D'accord, ok. Voilà. Je vais vous chercher la Est-ce que version. Hollande Bonjour. Bonjour, bienvenue. Est-ce que Hollande s'est pendu? C'est la seule nouvelle. Vous filmez? Je vais peut-être pas répondre. Il a pas fait Koh-Lanta. Est-ce que je peux vous répondre? Jean-Marc Ayrault s'est quand même exprimé juste avant de partir pour Munich et il a parlé indirectement de l'affaire Cahuzac. Nous avons des problèmes à régler, nous les réglerons. Nous prendrons toutes les mesures les plus sévères qu'il faudra pour faire reculer tous les risques d'atteinte à la loi et à la probité. Apparemment, Jérôme Cahuzac voudrait revenir à l'Assemblée en tant que député. Et que du coup, Claude Barthelone a dit « j'essaie de dissuader de le faire ». C'est génial. Je vous présente Jean-Alphonse Richard, qui est chef de notre service police-justice. Je ne peux que vous Je suis un féliciter. fan intégral, regardez. Ah bah oui. Vous pouvez me le signer? Ah bah comment? Je suis allé l'acheter spécialement. Ah oui, il est sorti avant-hier. Alors, vous vous appelez? Jean-Alphonse. Vous êtes animateur ici? Ouais, journaliste. Hein? Je suis journaliste, je m'occupe de la police et de la justice. Donc, autant vous dire que je vous suis de près, quoi. Vous occupez les polisseurs. Vous avez quelques rapports avec les GSU? Ouais. Bah, disons que j'étais... On est filmé là, mais... Je peux pas trop en parler comme ça, mais... Ouais. Ah mais non, mais surtout, ils ont un gros problème avec les séries, c'est qu'ils n'ont personne qui parle arabe. Ils n'ont pas d'arabe, donc ils ont confiance. C'est vrai que c'est difficile d'avoir confiance dans un arabe. C'est très compliqué. En fait, je pense que c'est un type assez tendre à l'intérieur de lui-même, dépourvu de méchanceté profonde. Mais il a besoin de cette carapace d'agressivité, de bêtise, parce qu'il est con dans ces cas-là. Ce qu'il dit n'est pas acceptable et pas sauvable. Mais en même temps, ça ne m'a pas du tout empêché de... Je l'aime bien. Je l'aime bien. Il me fait rire. Même quand il est en plein délire pro-hitlérien, en face de moi, c'est drôle. Et il le sait d'ailleurs. Gérard de Villiers, le fait que le New York Times fasse 5 pages sur SAS et dise que vous êtes meilleur que les experts de la CIA, ça vous a fait marrer ou ça non, vous, ça m'a fait, non, ça m'a pas fait marrer. Ça m'a fait un immense plaisir parce que bon, il y a déjà beaucoup de gens qui me considèrent comme un bon analyste. Ouais. Et puis les gens, vous savez, les gens du New York Times sont des gens extrêmement objectifs. Ouais. Moi, je connaissais pas le type qui a fait le papier sur moi. Robert Boas. Un jour, il m'a téléphoné. Ouais. Il m'a dit, j'ai lu certains de vos livres. Comment faites-vous? Ouais. On va faire quelque chose sur vous parce que vous le valez. Voilà. Et où c'est? Vous savez, une fois qu'on est mort, on est mort. Et sérieux de mon travail, c'est le New York Times qui l'a reconnu. Et du coup, la presse française s'est engouffrée dans la brèche pour répéter bêtement ce qu'il a lu dans le New York Times. Mais eux ne l'auraient pas dit, ils ne l'auraient jamais dit. Je suis reconnu par le public, ça c'est vrai. Ça c'est totalement vrai. Sans jamais avoir un mot de critique. Sauf maintenant. C'est pour ça l'article du New York Times, écrit par quelqu'un que je n'avais jamais rencontré, qui explique exactement ce que je fais,
la valeur de ce que je fais, etc. C'est beaucoup plus important que toutes les chiures de mouches françaises. Des agents des services afghans étaient en planque autour de la mosquée Wazir Akbar Khan. D'après plusieurs rapports, Malko y était allé rendre visite à l'ancien ministre taliban de la protection de la vertu et du combat contre le vice. Quand le président Karzai fustigeait le rapprochement entre talibans et américains, il n'avait pas complètement tort. L'opposition de Gérard de Villiers à l'intelligentsia et aux écrivains, au reste des écrivains français, elle tient à un double problème. D'abord, c'est un auteur populaire, c'est le dernier auteur populaire qui n'a jamais joué le jeu d'une légitimation. SAS, Gérard de Villiers, c'est de la littérature populaire comme on en faisait au XIXe siècle, c'est-à-dire écrit sans style. Il a ce premier défaut, et puis le deuxième défaut majeur, c'est que c'est un écrivain de droite dans un pays où la littérature, depuis Jean-Paul Sartre, est plutôt marquée à gauche. Au XIXe siècle, elle était marquée à droite. Au XXe siècle, elle est théoriquement plutôt marquée à gauche. Malko devait être très prudent. Personne ne savait que les Américains avaient choisi un candidat, y compris le principal intéressé. Inutile de le faire rêver, une fois les pourparlers avancés avec les talibans, il pourrait le mettre au courant. I think that the entire world is going to talk about Afghanistan in the next year. 1 year before the next election, Yes. roughly. April 2014. April, that's So it's little more than 1 year. little more than 1 year, yes. When you declare yourself a candidate, you will have a program. Yeah. In that program, would you be ready to offer the Taliban some political weight in a future government of assembly or whatever? The thing is that everything will be open for discussion, but at the same time, one thing is important. They should accept the idea of Islamic Republic. Les agents du NDS avaient suivi Malko et découvert son rendez-vous avec la bête noire de Karzai. Ils connaissaient maintenant le rôle de Malko et le nom de celui qui avait choisi de soutenir les Américains. Il y a maintenant de plus en plus de journalistes et de gens instruits qui se sont rendus compte que c'était très bien renseigné aux meilleures sources. Il est passionnant, comme Jules Verne, parce qu'il visite toute la Terre, et comme Jules Verne, parce qu'il a quand même capté quelque chose de la modernité, cette importance du renseignement. Donc en fait, le renseignement sous diverses formes, dont le service action, qui fascine bien entendu les lecteurs davantage que la police scientifique qui est également insérée là-dedans, eh bien oui, c'est un très bon sujet. Why is Karzai so scared to see Taliban and American discussing? He's paranoid about everything. If he knows that today we are meeting here, and then somebody tells him, he will say that, look, French are having some plot against. So he's paranoid about everything. He's insecure. But thank you for coming. Thank you for your patience. Désormais, Malko était dans le collimateur des services afghans. Il était le lien entre le complot anti-Karzai, les talibans et les Américains. Sauf à se constituer prisonnier, Malko était pris dans la nasse. Mais quand je l'avais invité à déjeuner au Quai d'Orsay, c'était pour échanger sur les sources, essentiellement. Vous avez été surpris? J'ai trouvé qu'il avait beaucoup de sources par des contacts personnels, dans tous les réseaux diplomatiques, militaires, des services, etc., mais qu'il avait une vraie technique personnelle. Et donc c'est là où j'ai vu qu'il avait gardé des procédés d'enquête, d'investigation, du grand reporter à l'ancienne. Vous voyez, il y a presque un côté Kessel, vous voyez, si on prend une grande référence par rapport à ça. Donc c'est pas simplement quelqu'un qui écoutait des gens dans les services et qui transcrivait. Il y a quelque chose. Mais c'est un mode
journalisme qui a disparu, en fait, quasiment. Malko devait se débrouiller tout seul. Bizarrement, il se sentait mieux perdu dans la foule. Aux mains des Afghans, il était fichu. Il serait torturé et ensuite liquidé discrètement. Il devait quitter Kaboul. Je crois qu'il n'intellectualise pas les choses, qu'il parle de choses vraies, de choses qui font mal, de choses qui sont de la vie quotidienne. Et surtout, il a une sorte de cynisme qui est à l'inverse du politiquement correct. Et ça ne plaît pas en France. Ça ne plaît pas. Ça plaît aux gens qui veulent sortir un peu des sentiers battus, aux gens qui veulent un peu anticiper les choses, aux gens qui savent ce que c'est la vie. Pas aux bénis oui-oui qui pensent que c'est un monde de bisounours. Ça ne marche pas. Alors eux ne peuvent pas l'aimer, évidemment, ils ne peuvent pas l'aimer. Ils étaient à une trentaine de kilomètres de Kaboul et le paysage avait changé. À une sorte de morne plaine jaunâtre avait succédé la chaîne de montagnes qui encerclait Kaboul. Malko leva les yeux pour regarder le paysage. Grandiose. La route serpentait entre des pentes abruptes et pelées, sans un village. Qu'il ait du succès en France, ça ne fait aucun doute, mais dans un milieu d'intellectuels, il y a beaucoup d'intellectuels qui, à mon avis, le lisent. C'est des livres de fantasmagorie et de délivrance, d'une certaine façon. C'est-à-dire, c'est la part du mal chez les gens les plus doux. Le chauffeur s'était garé sur le parking d'un petit restaurant à côté d'un 4x4 blanc en train d'être passé au jet. Il y avait plusieurs camions, quelques voitures particulières et une dizaine de routiers attablés sur la terrasse en surplomb. Vous êtes chroniqueur du monde parallèle ou un auteur de contes pour adultes? Qu'est-ce que vous préférez? Oh, les deux me vont bien. L'une, la définition des pas de moi et de Marcel Julien, et le conteur. Mais le chroniqueur du monde parallèle, oui, je pense que si on reprend mes 50 livres, mes 200 livres, je pense qu'on a une bonne idée de ce qui s'est passé en géopolitique dans les 50 dernières années. Malko éprouva une curieuse impression. C'était de sa vie dont on parlait. Il se trouvait en plein cœur de l'Afghanistan, dans un endroit dont il ne connaissait pas le nom, au milieu de gens avec qui il était impossible de communiquer, vivant dans un autre univers. SAS, pour moi, c'est cette rencontre avec Gérard de Villiers. Je lisais SAS bien avant de le connaître, hein, donc voilà. C'est la rencontre avec un homme un peu hors du commun. Et puis, je crois que c'est aussi une aventure, l'aventure de quelqu'un qu'on aimerait tous être un petit peu. La victoire de Gérard de Villiers, c'est que justement, ce n'est pas un beauf, alors que, malgré tout, le pactage donne le sentiment que c'est des romans pour les beaufs. Car mon sentiment, c'est qu'on aura besoin de ce genre de littérature par la suite, et on y trouvera un grand intérêt. Je fais le pari que la série des SAS sera étudiée par la suite par des chercheurs, par des historiens, parce que, pour l'histoire culturelle, je pense que c'est une série importante. Selon moi, il restera tout le SAS, parce que je veux dire, SAS, on peut reconstituer l'histoire au travers des SAS. On peut prendre les SAS et être là comme un des éléments de référence pour réécrire ou tenter d'écrire l'histoire. Bien sûr, ce ne sera pas uniquement Somme et d'autres. Ce n'est pas uniquement un roman de gare. SAS, pour moi, c'est de l'aventure. De l'aventure, et évidemment, dans les sociétés modernes, les vies sont très, très contraintes, très programmées, très réglementées. L'espace entre ce qu'il est obligatoire de penser ou interdit de penser, obligatoire de faire, interdit de faire, l'espace est de plus en plus restreint. Ça donne l'impression que ça n'a aucun rapport, mais c'est un rapport parce que cette bouffée d'aventure fait du bien.
La recette du succès de SAS, le réalisme documentaire, la capacité à s'ancrer dans l'actualité d'une façon extrêmement journalistique au bon sens du terme, et puis un mélange de violence, de fesses qui est assez habile. SAS, pour moi, c'est une... je trouve qu'il n'en publie pas assez. Voilà.